Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'été 2024 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à la formation qui a comme titre Cultiver le raisonnement spatial chez nos élèves. Et nous avons nos deux formatrices avec nous qui vont faire en sorte que vous, oui, vous avez choisi la bonne formation aujourd'hui. Vous allez voir, il y a plein d'apprentissages qui vont se faire. Alors, je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Quelques petites consignes en même temps. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et que le Centre Franco la rendra disponible au cours des prochaines semaines sur son site Internet. On vous encourage à mettre votre micro en sourdine et à utiliser la boîte de clavardage pour vos questions ou vos commentaires. Bien entendu, on vous invite, si vous avez le goût, d'ouvrir votre caméra, hein, parce que c'est toujours plus intéressant de parler à du monde. Mais ça, c'est libre à vous, c'est votre choix. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui rend possible cette formation aujourd'hui. Alors voilà, intro terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup, Louis. Alors, on va y aller rapidement. Donc, notre titre d'activité, c'est cultiver le raisonnement spatial chez nos élèves. Donc, vous êtes à la bonne place et Sophie et nous, on est très heureuses de vous faire une petite présentation rapide d'1 heure. On pourrait en parler pendant plusieurs jours. Mais donc, voici. Puis, vous avez le lien de la présentation à l'écran avec le code QR. Le lien est aussi dans la boîte de clavardage. On vous invite à utiliser la boîte de clavardage. Si vous avez des questions, on est deux animatrices, donc c'est parfait pour nous. Une va toujours garder un œil sur la boîte de clavardage s'il y a des questions pour les adresser en temps et lieu. Alors, on va y aller tout de suite avec la reconnaissance du territoire. Ah oui, une autre petite note, si vous avez des difficultés avec le partage de mon écran ou n'hésitez pas à me faire un petit signe. OK. Alors, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu comme Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Comité de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire où nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Alors, juste de prendre une petite minute pour reconnaître le territoire à l'endroit où vous vous trouvez. Alors, on se présente rapidement. Mon nom, c'est Geneviève Boulanger. Je suis conseillère pédagogique de la maternelle à la 6e année en numératie au Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Alors, je travaille beaucoup dans la région d'Ottawa et je laisse Sophie se présenter maintenant. Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être ici avec vous. Mon nom est Sophie Larocque-Germain. Je suis également conseillère pédagogique au CEPEO. Mais à partir de la semaine prochaine, je serai en prêt de service. Mais ne vous en faites pas, l'adresse qui est à votre écran et celle de Geneviève seront toujours actives si vous voulez nous contacter après la formation. Donc, au menu aujourd'hui, on a tellement un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vous parler du raisonnement spatial. Donc, au menu aujourd'hui, on vous demande de remplir premièrement le formulaire de présence. Je l'ajoute à l'instant. Merci. C'est pour ça qu'on fait une équipe. Hein? Ensuite, rapidement, je vais vous donner le petit contexte de cette formation avec le résultat d'apprentissage. Nous poursuivrons avec le processus et les habiletés pour développer le raisonnement spatial. Au courant de la session, on va vous donner des stratégies, des activités que vous pouvez faire le transfert en salle de classe. C'est ça qui est vraiment le but ultime, c'est que vous ressortez avec des activités que vous pourrez faire pour la semaine prochaine ou dans les prochains mois. Et on va terminer avec une conclusion et des ressources. Donc, le résultat d'apprentissage aujourd'hui, c'est de comprendre certaines composantes essentielles afin de développer le raisonnement spatial. Bon, je vais vous avouer qu'au début, on avait écrit comprendre l'ensemble des composantes essentielles, mais Geneviève et moi, on s'est vite rendu compte qu'en 1 heure, on voulait être réaliste, hein, puis mettre un objectif réaliste.
parce qu'il y en a plusieurs des composantes essentielles au développement du raisonnement spatial. Pour être honnête avec vous, au CPO, on est en train de développer une formation de 2 jours. Et aujourd'hui, on a 1 heure. Donc, on a été choisir un peu nos premières réflexions, certaines composantes qu'on voit peut-être un peu moins dans nos salles de classe pour vous donner justement le goût d'aller explorer davantage toutes les habiletés nécessaires au raisonnement spatial. Il faut aussi noter que malgré son importance, les recherches démontrent qu'en Amérique du Nord, on consacre moins de temps à la géométrie qu'aux autres matières enseignées en salle de classe. Donc, le domaine E, qui est le sens de l'espace, qui combine non seulement la géométrie et la mesure, met un accent un peu sur la relation entre ces deux-là. Mais il faut souligner un rôle fondamental du raisonnement spatial pour justement développer non seulement la géométrie et la mesure et les relations entre les deux, mais aussi la pensée mathématique. Donc, c'est au-delà du domaine E. Qui m'amène justement aux 3 raisons importantes pour s'attarder au raisonnement spatial. Je sais que vous êtes déjà vendus parce que vous êtes avec nous aujourd'hui, mais quand même, on souhaitait vous dire les 3 raisons justement importantes. Tout d'abord, près d'un siècle de recherche a confirmé qu'il y a une relation étroite entre la pensée spatiale et la réussite en mathématiques. Oui, la réussite en mathématiques. Donc, en général, les personnes possédant des habiletés spatiales plus avancées ont tendance à obtenir des bons résultats en mathématiques. Donc, selon les recherches, les faits suggèrent que la pensée spatiale joue un rôle important dans la résolution de problèmes écrits, dans la mesure, la géométrie, l'algèbre et même le calcul. Donc, c'est super important. Deuxième point, il existe une croyance généralisée que moi là, je suis pas bonne en orientation spatiale. Bof, tu l'as ou tu l'as pas. En fait, c'est une pensée erronée. La pensée spatiale est malléable et peut être améliorée avec l'expérience et l'éducation. Donc, il y a des nombreuses habiletés que vous allez voir aujourd'hui, puis c'est possible d'exceller dans certains aspects. Donc, un autre aspect qui est encore plus important, c'est que les habiletés en résonance spatiale peuvent être améliorées avec de la pratique. C'est pour ça qu'il faut en faire parce qu'elles peuvent. C'est un peu la mentalité de croissance aussi. La même chose en mathématiques. Il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne suis pas bon en maths, moi, je suis bon en maths. » C'est à briser cette espèce de stigma-là. C'est exactement ça, Geneviève. C'est exactement ça. Et le dernier point, merci beaucoup de l'ajout. Dernier point, c'est que l'école joue un grand rôle pour développer la pensée spatiale. Donc, des études ont démontré que ça c'est intéressant, que les aptitudes spatiales des enfants se développent durant l'année scolaire, mais ça cesse de progresser pendant l'été, qui est vraiment curieux. Donc, vraiment, l'école joue un rôle primordial dans le développement des compétences au niveau du raisonnement spatial. J'espère que je vous ai vendu là, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Je pense que, n'est-ce pas? J'espère que oui. Bref, Geneviève, je te laisse continuer. Alors, on va y aller avec exactement, mais c'est quoi le raisonnement spatial? Maintenant qu'on est vendu, on va s'attarder un petit peu plus particulièrement à ce que c'est. Alors ici, on a l'habileté à créer, manipuler mentalement des représentations de figures, d'objets et de structures concrètes ou imaginées. Alors, par exemple, lorsqu'un enfant il manipule un prisme rectangulaire pour bien le placer dans un château qu'il a construit avec des blocs dans un jeu de construction, bien, il va utiliser le raisonnement spatial. Puis, pour être capable de visualiser, il faut l'avoir vécu puis de le vivre avec des expériences. Alors là, je vous laisse lire un petit peu les messages clés et tout ça, mais ce que je voulais mentionner, comme Sophie l'a fait un tout petit peu dans son introduction aussi, c'est qu'on a remarqué là, dans le programme cadre de l'Ontario révisé 2020, on a combiné la géométrie et la mesure dans un seul domaine qu'on appelle le sens de l'espace. Parce que vraiment, la géométrie et le sens de l'espace sont étroitement liés. Le mot géométrie, en fait, signifie en gros mesure de la Terre, puis ça concerne directement la mesure et le déplacement d'objets dans l'espace. Alors, on trouvait que ça allait très bien ensemble pour être regroupé dans un seul domaine.
La géométrie, c'est le fondement des mathématiques, comme on les connaît aujourd'hui. Puis ça a été développé pour expliquer des phénomènes puis résoudre des problèmes directement liés à la vie de tous les jours. Puis, dans nos écoles, le raisonnement spatial il est surtout associé en mathématiques à la géométrie. Pourtant, il peut se retrouver dans tous les domaines ainsi que dans plusieurs autres contenus du programme cadre. Donc là, on a un petit aperçu de chacun des domaines dans le bas avec une petite image pour nous orienter. En algèbre, bien, toutes les figures planes, les positions, l'orientation pour décrire puis comprendre soit des suites à motifs répétés ou bien des suites à motifs croissants. On va se servir de notre raisonnement spatial. L'approche spatiale en numération, bien, composer, décomposer les nombres de 5 à 10, la quantité relative de 1 par rapport à l'autre, l'ordre de grandeur, une droite numérique. On va utiliser notre raisonnement spatial pour se déplacer sur la droite numérique pour retrouver l'égalité aussi. En géométrie, c'est là qu'on le voit plus naturellement. On le voit souvent, les figures planes, l'orientation, composer, décomposer des figures à 2 dimensions, des structures à 3 dimensions, cartographie, codage. Et en mesure, la mesure de la surface, de l'air, la mesure de la longueur, on va utiliser notre raisonnement spatial. Puis l'approche spatiale en traitement des données aussi, les représentations graphiques qui nous permettent de créer des représentations visuelles des données. Alors, au cours des années de la maternelle à la 3e année, on a des diagrammes concrets, des pictogrammes, des diagrammes à bande, puis d'être capable de voir la relation entre l'une et l'autre. On va poursuivre. Alors aujourd'hui, merci Geneviève. Alors aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les processus et les habiletés pour développer le raisonnement spatial. Il y a aussi des habiletés propres à la géométrie, telles que la symétrie, Geneviève en a mentionné, composer, décomposer. Mais aujourd'hui, on a vraiment choisi d'aller vers les habiletés que vous voyez à l'écran. Donc, on va vraiment aller démystifier un peu les habiletés qui peuvent être développées lors de diverses activités et on va vraiment aller donner des exemples concrets. Ces habiletés sont reliées les unes à les autres. Vous allez voir, c'est très difficile de les séparer. Lorsqu'on fait des activités, on en fait plusieurs. Cependant, chacune d'entre elles ont des particularités qu'on va vouloir démystifier ou expliquer aujourd'hui. Donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre que ça existe, qu'on les travaille probablement déjà avec nos élèves, mais maintenant qu'on les comprend mieux, on va pouvoir mieux les planifier de façon plus intentionnelle et justement aller poser les questions justes pour aller les vérifier chez nos élèves. Donc, on va commencer avec la première habileté qui est la visualisation. La visualisation spatiale est un type particulier de raisonnement spatial qui implique l'utilisation de notre imagination pour générer, mémoriser, extraire et transformer des images visuelles bien structurées. On entend parfois parler de l'intelligence de l'œil. Donc, c'est vraiment ça la visualisation. Et pour développer celle-ci, nous allons utiliser la stratégie visualiser, verbaliser et vérifier. Vous avez peut-être déjà entendu. Donc, visualiser, créer une image mentale. Verbaliser, on pose des questions, on en parle. Et vérifier. Ça fait un peu penser au pense par partage, mais plus au niveau de la visualisation. Geneviève va vous donner tantôt un exemple concret de cette stratégie. Étape par étape. Oui, c'est exactement ça. Et justement, j'ai écouté un webinaire il n'y a pas longtemps qui disait justement comme enseignante et comme enseignant, ben, c'est important de la pratiquer nous-mêmes, la visualisation mathématique, de vraiment modéliser les stratégies qu'on va utiliser, de vraiment verbaliser ce qu'on a vu dans notre tête. Donc, leur montrer comment faire pour justement, on le dit, ça s'améliore avec la pratique. Donc, cette stratégie est utilisée même ailleurs en maths et elle développe l'autorégulation parce les enfants ou les élèves deviennent conscients de ce qu'ils pensent. Donc, ça encourage aussi les élèves à augmenter, à raffiner leur langage spatial. Oh, langage spatial, c'est quoi? On en parle tantôt. Donc, je ne veux pas voler le punch tout de suite, mais on en parle tantôt. Et surtout pour nos apprenants de la langue. Hein? Nos apprenants de la langue, c'est super important de verbaliser, de pratiquer qu'est-ce qu'il y a dans ma tête et de verbaliser. Donc, les habiletés de visualisation spatiale
sont des processus qui impliquent de générer et de manipuler des images mentales de 2 ou de 3 dimensions, incluant leur déplacement, faire correspondre ou combiner. Donc, au début, là, ça peut être statique, mais au fur et à mesure qu'on pratique, les élèves vont développer les compétences pour justement déplacer les images dans leur tête. Et justement, à faire des rotations mentales qui m'apportent à la prochaine diapo. Donc, la rotation mentale est un exemple justement spécifique de la visualisation. C'est une habileté à faire des rotations, comme on dit, mentales de 2 à 3 dimensions dans sa tête. Donc, les élèves font des rotations lorsqu'ils comparent des objets, surtout quand ils ne les ont pas dans leurs mains. On fait souvent de la rotation mentale quand on fait des casse-têtes, quand on compare une forme à 3 dimensions, même quand on fait de la symétrie. Donc, pour ça, je vais laisser Geneviève donner un exemple concret de ceci. Parfait. Alors, on va faire une petite activité, un exercice dans lequel on va retrouver la visualisation et de la rotation mentale. Puis là, on a pensé de le vivre exactement selon le modèle VVV. Alors, dans la première étape, c'est la visualisation. Alors, on voulait pratiquer puis faire cet exercice pour vous permettre de réaliser comment on utilise la visualisation quand on n'a pas d'objet devant nous. Alors, ce genre d'activité-là, ça demande aux élèves qui soient capables de faire des prédictions, des comparaisons et de visualiser le mouvement des formes, la rotation, la réflexion, le glissement, translation, afin qu'ils fonctionnent dans le contour illustré. Alors, vous voyez à l'écran qu'il y a comme une petite forme d'un poisson, disons. Puis là, ce qu'on veut savoir, c'est quelle forme géométrique, mosaïque géométrique on pourrait utiliser pour remplir la forme, pour composer la forme du poisson. Alors, en première étape, je vous demande seulement de visualiser et d'essayer de voir quelle mosaïque géométrique on pourrait placer à l'intérieur du poisson. Puis, combien de possibilités différentes que vous pouvez utiliser? Quelles sont les combinaisons qui seraient le nombre minimal de pièces nécessaires ou quel serait celui qui aurait le plus grand nombre? Alors, pour l'instant, on essaie juste de visualiser puis on essaie de faire des rotations mentales pour déplacer nos pièces. Alors, ça, c'est la première étape. En deuxième étape, au niveau de la verbalisation, c'est comme dans le pense-parle. Maintenant, on parlerait avec un ami pour dire, moi, j'ai pris cette pièce, je pense qu'elle rentre à l'intérieur de la tête du poisson. Pour faire sa queue, je prendrais. Alors ici, évidemment, on est en mode virtuel. Je vous invite, si vous voulez, à en écrire une façon que vous avez composée à l'aide des mosaïques géométriques pour composer le poisson. Vous pouvez l'écrire dans la boîte de clavardage. Mais évidemment, dans une salle de classe, on permettrait aux élèves de discuter. Pendant toutes ces 2 premières étapes-là, il n'y a pas de matériel concret. On n'a pas le matériel pour le faire. On va le visualiser dans notre tête. Ensuite, on va en discuter. Puis des fois, quand on discute avec un partenaire, « Ah oui, je n'avais pas pensé que je pourrais séparer plutôt le corps de cette façon. » Alors, un jaune pour la tête, rouge pour la queue, ça nous donne seulement 2 pièces. Alors, ce serait probablement le plus petit nombre de pièces qu'on pourrait utiliser, etc. Puis là, on discute, on trouve différentes façons, ça nous donne des idées. Puis, pendant qu'on va discuter et qu'on n'a pas de matériel avec nous, on va être obligé d'utiliser notre langage spatial. Là, on va en reparler un peu plus tard aussi. Je ne vais pas vendre le punch, comme dirait Sophie. Et maintenant qu'on a fait notre petite partie de verbalisation, on va aller faire notre vérification. Alors là, on va vous donner, voici l'adresse du lien. Je l'ai, si tu veux. Ah, OK. Donc, vous pouvez aller en ligne pour utiliser, parfait. Le Math Learning Center, ils ont exactement les mosaïques géométriques. Puis là, c'est le moment de vérification, le 3e V dans le modèle. Puis là, on va vraiment prendre les pièces, puis on va aller tester et vérifier nos prédictions. Qu'est-ce qu'on avait pensé, qu'est-ce qu'on avait imaginé pour essayer de le vérifier. Et c'est vraiment, ça s'appelle vérification, c'est que là, on le fait en vrai pour le vérifier.
Alors, cette approche-là diffère beaucoup de celle traditionnellement qu'on utilise, les mosaïques géométriques directement pour résoudre la difficulté. Alors là, ici, c'est un poisson, mais il existe toutes sortes d'images ou comme de gabarits à remplir. Puis habituellement, on sort les mosaïques géométriques, puis on demande aux élèves de résoudre le problème et de remplir. Alors, il y a quand même un peu de visualisation qui est utilisée, mais c'est surtout par essai et erreur que les élèves vont résoudre. Ils vont prendre des pièces, ça ne rentre pas, j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. Alors, il y a une valeur ajoutée d'y aller plus lentement et de commencer par une visualisation, de verbaliser, utiliser notre langage spatial et puis ensuite d'aller vérifier ce qu'on avait prévu. Donc, là, je vous montre à l'écran certaines réponses possibles, puis il pourrait y en avoir d'autres aussi. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Sophie? Ça va bien pour la démonstration VVV? C'est super. D'accord. On y va. Une autre activité, on voulait vous la présenter, là, même si qu'elle se prête peut-être moins au virtuel, mais en fait, on veut vous donner le plus d'idées possible que vous faites le transfert dans votre salle de classe. Donc, on va faire une petite activité de visualisation. Donc, si vous voulez vous prêter au jeu, vous pouvez le faire avec moi. Donc, on va vous demander justement de visualiser la solution suivante avec des cubes emboîtants. Donc, on va s'imaginer qu'on a des cubes emboîtants. Donc, je commence. Imagine que tu as 3 cubes rouges, 3 cubes jaunes et un bleu. Prends 3 cubes rouges et fais une tour. Prends 3 cubes jaunes et fais une tour. Prends la tour jaune et la faire tenir debout. Prends la tour jaune, tourne-la sur le côté et attache-la en haut de la tour rouge. Sa forme devrait ressembler à la lettre T majuscule. Prends le cube bleu et attache-le en haut, au milieu des cubes jaunes et prends cette forme et place-la à l'envers. Bon, je suis allée très vite, mais en salle de classe, on aurait pu aller plus lentement, c'est sûr. Et là, on pourrait demander, peux-tu voir l'objet tel que décrit? Peux-tu voir l'objet que tu as construit dans ta tête? Et là, encore une fois, le VVV, on pourrait aller demander aux élèves de parler ensemble. Qu'est-ce que tu as vu, toi? Où serait le cube bleu maintenant? On pourrait même inviter l'élève à maintenant construire leur forme et ensuite à comparer. On pourrait aussi, Geneviève, si tu veux me présenter la prochaine image, montrer l'image, dire, est-ce que tu peux voir ta forme parmi l'une de celles-ci et pourquoi? Et ensuite, on peut même, maintenant, c'est peut-être l'élève qui peut jouer le rôle, construire une forme à 2 ou 3 couleurs et ensuite décrire sa forme à son partenaire qui va ensuite la construire ou en fait l'imaginer, la visualiser et ensuite la construire. Donc, c'est des activités comme ça qu'on peut faire pour justement travailler tout d'abord la visualisation avant d'aller vers le concret. Je voulais juste ajouter quelque chose. Oui, ce sont des activités où on va vraiment travailler l'utilisation du langage spatial. Donc, vraiment là, encore une fois, mettre l'accent sur le langage qu'on va aller développer et qu'on va en parler tantôt. Il y a plusieurs aspects au langage spatial, mais on va y revenir dans quelques instants. Merci, Sophie. Puis au début du VV, quand tu nous disais, imagine 3 cubes de rouge, 3 jaunes, on n'a pas les cubes avec nous. On doit faire cette section-là comme juste pour y penser. Puis par la suite, c'est en vérification qu'on va le construire, puis après comparer avec nos amis et en discuter. Donc, des fois, il y a un petit peu on revient avec la partie verbalisation une fois qu'on a fait notre vérification, puis ça fait partie un peu de la consolidation de l'activité. Alors, je vais poursuivre avec les 7 habiletés liées à la visualisation. Alors là, on a les titres. Je sais qu'on y va très rapidement, mais parce qu'on a seulement 1 heure, je vais juste en parler brièvement de chacune des 7 habiletés. Alors, on a la coordination oculométrique.
motrice, c'est la capacité des yeux à se déplacer de manière coordonnée pour suivre et aligner correctement des objets visuels. Alors ça, c'est la même chose comme quand on suit un labyrinthe puis on n'est pas perdu. Là, on est capable de suivre le chemin ou peut-être qu'il y a quelque chose à reproduire puis je suis capable de reproduire mon chemin comme sur un transparent puis une fois terminé, je peux vérifier en plaçant le transparent par-dessus un géoplan, par exemple, pour comparer les deux figures. La perception des plans, c'est être capable de reconnaître des figures cachées, puis celles qui sont en arrière-plan aussi, comme dans la petite image qu'on voit ici. Combien de triangles peut-on trouver dans cette image? Bien, là, il y a le petit triangle, mais un grand triangle rectangle de la moitié du carré fait aussi partie des triangles. Au niveau de la constance des formes et la perception des positions. Alors, ce n'est pas parce qu'une figure a subi une rotation ou une réflexion, comme le B et le D, que la figure en tant que telle, elle a changé. Ça, c'est le parfait exemple du carré qu'on lui fait subir une rotation, bien, ça ne devient pas un losange pour autant. Alors là, il ne faut pas oublier les propriétés du losange. Regardez les angles n'ont pas changé. Ça demeure quand même un carré, même s'il a subi une rotation. La perception des relations spatiales, c'est d'être capable d'interpréter les positions, distances et l'orientation des objets, même ceux qui sont cachés, comme dans cette figure, par exemple, de savoir qu'il y a d'autres cubes qui sont cachés derrière. Avec la discrimination visuelle, on est capable de reconnaître à l'œil une figure qui est congruente ou identique en éliminant celles qui ne correspondent pas aux critères de sélection. Même chose comme quand on travaille avec un casse-tête. J'ai une pièce, mais là, je peux regarder les trous que j'ai besoin de placer, puis visuellement, je sais qu'ils pourraient fonctionner dans cet espace-là. Puis finalement, la mémoire visuelle, c'est d'être capable de retenir l'information. Alors, l'image de la visualisation que je me suis fait du problème, je la garde dans ma tête, comme par exemple dans une suite ou un schéma comme celui-ci pour être capable de le reproduire, par exemple. Alors là, on va vous faire une toute petite activité. On va vous mettre le lien d'une vidéo dans la boîte de clavardage. Sophie, elle va pouvoir faire ça pour moi. C'est la vidéo d'une petite fille qui va s'exprimer à propos des triangles. Ça dure 2 minutes. Puis, on va vous demander de regarder la vidéo. On compte 2 minutes. Dans 2 minutes, on va en discuter. On peut montrer l'étape de la verbalisation. Est-ce qu'on peut montrer des images aux élèves? Je vais l'adresser après, Geneviève. Je vais l'adresser Merci. après. Je me suis posé la même question. On vous laisse écouter la vidéo, on revient. OK, je pense que ça fait 2 minutes. Est-ce que tu es d'accord, Sophie? Même si vous n'avez pas complètement écouté la vidéo jusqu'à la fin, vous avez le lien, vous pourrez y revenir. Alors, si je vous demandais, selon les
habiletés de visualisation. Qu'est-ce qui cause un petit défi à notre élève ici dans la vidéo? Je sais que c'est une vidéo qui date d'il y a très longtemps, mais elle est tellement riche pour nous faire réaliser plusieurs choses par rapport à nous faire réfléchir un peu à notre enseignement et tout ça. Vous pouvez l'écrire dans la petite boîte de clavardage, mais étant donné que le temps file, moi, je vais y aller. Alors, nous, on a observé que ça est bien en lien avec les habiletés de constance des formes et la perception des positions. Constance des formes, perception des positions. Alors, c'est parce que le triangle qui a la pointe en bas, maintenant, il n'est plus un triangle. Mais la réflexion qui est importante à y avoir, ce serait pourquoi que ce genre d'erreur est très fréquent. Alors, on pense que les murs de mots, les affiches référentielles, les cahiers d'exercice, souvent, quand on achète des référentiels, c'est beau, là, c'est tout bien, les belles couleurs, puis on affiche ça dans notre salle de classe. Souvent, dans ces affiches-là, on présente, disons, pour le triangle, un triangle équilatéral qui pointe vers le haut. Donc, maintenant, on associe cette image seulement au triangle. On a toujours présenté le triangle avec la pointe vers le haut. Donc, c'est très, très important de penser à ajouter différentes représentations, à les montrer, à identifier aussi des exemples et des contre-exemples. Donc, à être, maintenant qu'on sait que ça peut être une difficulté, maintenant, on peut porter une plus grande attention. Ça va? Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Non, la vidéo est tellement riche parce qu'on le voit, hein, la petite cocotte, là. Ben non, c'est pas un triangle parce qu'il est à l'envers. Ah, bon, ben, tu sais, donc de montrer différentes représentations, c'est tellement important. Tu sais, quand elle dit, c'est un triangle pour toi, mais pas pour moi. Donc, là, vous voyez, elle ne comprend pas la constance des formes. Donc, je trouvais que c'était vraiment une vidéo très révélatrice au niveau des habiletés à voir. Oui, Camille, je te partage ça dans l'instant. Il n'y a pas de problème, on va te partager la présentation. Et on puis, va poursuivre. Je vais juste faire un retour. Oui, je vais juste faire un retour, Geneviève, sur la question, est-ce qu'à l'étape de verbalisation, est-ce qu'on peut montrer les images aux élèves? Donc, vraiment, l'objectif, puis Geneviève, tu pourrais ajouter, là, vraiment, c'est qu'on veut vraiment qu'ils créent des images dans la tête. Donc, peut-être, si on a des élèves apprenant de la langue, puis c'est quoi un cube emboîtable, ben peut-être que là, oui, on va aller montrer, OK, ça c'est un cube emboîtable, tout ça. Mais vraiment, l'idée, c'est vraiment de créer des images dans la tête. Mais ça, c'est au niveau de la visualisation? Visualisation. OK. Oui. Je te laisse poursuivre pour verbalisation parce que là. Non, c'était vraiment pour visualisation. C'était vraiment pour visualisation, Geneviève. Quand on arrive à verbalisation, bien, ça dépend à quel endroit qu'on se trouve dans cette section. Donc, on laisse les élèves s'exprimer, discuter, parler. Puis là, les 3 images que Sophie présentait des cubes, après, on pourrait présenter cette image. Donc, je ne sais pas si c'est de cette image qu'on parlait. Puis là, on va en verbaliser et en discuter ensemble. Puis, le T, il n'était pas à l'endroit, il était à l'envers. On a dit qu'il fallait le retourner à l'envers. Donc, ça ne pouvait pas être ici, ça devait être A ou etc. Donc, pour ça. Alors, on va poursuivre. Ça vous va? Oui. Merci, Geneviève. Donc, une autre habileté, évidemment, c'est la mémoire de travail visio-spatiale qu'on a déjà travaillé dans les activités précédentes. Donc, un grand nombre de tâches spatiales font appel ou même dépendent de la mémoire de travail visio-spatiale. Donc, la mémoire visio-spatiale, c'est l'habileté de garder et de manipuler de l'information dans sa tête. C'est vraiment un référent à la mémoire à court terme ou temporaire. Donc, si on revient aux exercices de visualisation spatiale que l'on a déjà fait, on peut voir puis être conscient de notre mémoire de travail visio-spatiale. N'est-ce pas? On a gardé les cubes dans notre texte. Il fallait qu'on en ajoute par-dessus, il fallait qu'on la tourne. Donc, c'est vraiment ça la mémoire de travail visio-spatiale. Même pour dénombrer, la mémoire tient compte des placements de chaque point, hein, les cartes à points, par exemple. La mémoire visio-spatiale tient compte de où étaient placés les points. Et au fur et à mesure qu'une tâche devient familière, la mémoire visio-spatiale est de moins en moins utilisée pour résoudre les problèmes. Donc, je vais te laisser poursuivre avec la prochaine activité, Geneviève.
OK, merci. Alors ici, on va faire un court exercice pour démontrer la mémoire de travail visuo-spatiale. Puis parce qu'on va visualiser l'histoire, je vous invite à ne pas prendre un papier, un crayon pour se faire un petit schéma. Ça, c'est notre premier geste, c'est ça qu'on veut faire. Non, on va essayer de le visualisation. Donc, voici le problème. Là, on doit imaginer un sentier qui est droit, puis un homme qui a placé à chaque bout d'un sentier, il a planté un arbre. Puis ensuite, à chaque fois qu'il fait 5 pas le long du sentier, il plante un autre arbre. Puis la longueur du sentier est de 15 pas. Alors là, notre question, c'est combien d'arbres ont été plantés? Alors, la mémoire de travail visuo-spatial, ça nous permet de structurer le problème, puis ça nous aide à organiser et même visualiser les relations mathématiques. Ici, la mémoire, c'est de conserver notre image mentale parce que d'autres informations ont été ajoutées. Alors, dès le début, je savais qu'il y avait un arbre au début, un arbre à la fin. Là, je dois conserver cette image-là dans ma tête parce qu'à chaque fois qu'il fait 5 pas, il va ajouter un autre arbre. Donc, on utilise cette mémoire pour imaginer les relations mathématiques tout en faisant nos calculs, puis ça nous aide à imaginer des espaces égaux entre le début du sentier et à la fin. C'est comme si on voyait une droite numérique mentale. Puis là, on garde cette image, puis là, on est capable de compter les arbres. Alors, si vous voulez, dans la petite boîte de clavardage, maintenant qu'on a visualisé, on pourrait verbaliser, on en parlerait avec un ami. Puis là, combien d'arbres est-ce que vous avez vu? Puis là, on ne l'a pas vérifié encore, on ne l'a pas fait sur un papier. Est-ce qu'on a un chiffre? Est-ce que quelqu'un va nous montrer 4? Quelqu'un parle de 4 arbres, OK. Comment tu as vu 4 arbres? Est-ce qu'on a seulement 4? Est-ce que quelqu'un a vu autre chose? C'est intéressant. Puis là, la partie verbalisation. Ah, Sylvie, elle nous dit 5. OK, toi, tu as 4. Pourquoi tu as vu 4? Pourquoi tu as vu 5? Puis c'est à ce moment-là qu'on va verbaliser et discuter avec notre petit partenaire. Puis la troisième étape, ça serait la vérification. Bien, en vérification, c'est là qu'on va sortir un petit tableau blanc. Puis là, on va tracer notre droite numérique. On va placer un arbre à la fin, un arbre au début. Puis là, on va compter 5 pas, on va ajouter un arbre. Compter 5 pas, on va ajouter un arbre. Compter un autre 5 pas et ajouter un autre arbre. Alors, c'est ici qu'il y a la discussion entre le 4 arbres ou 5 arbres, parce qu'à chaque fois qu'il a fait 5 pas, quand il arrive à la fin, il ajoute un autre, mais il y en avait déjà un. Le dernier bond de 5 est à la fin du sentier. Donc, puis là, c'est ça. Au niveau de notre vérification, on ne va pas aller planter des vrais arbres, mais on va pouvoir faire un schéma, puis pouvoir aller vérifier ce qu'on avait vu dans notre tête. Ça va pour ça? C'est ça que j'aime beaucoup de ces problèmes-là, c'est que, tu sais, au début, on avait parlé que la visualisation ou les compétences au niveau de raisonnement spatial aident avec les problèmes de résolution de problèmes écrits où la majorité des élèves ont de la difficulté. Donc, je pense de juste prendre l'étape de visualiser, d'en parler et après, je pense que ça va vraiment aider nos élèves à, quand ils vont arriver avec un problème écrit, puis là, il va avoir des compétences, il va, OK, je vais y penser, je vais écrire, ça fait une corrélation entre les deux. Donc, je pense que c'est de là où ça vient du départ qu'on a dit que ça améliore les résultats au niveau des problèmes, le résultat de problèmes écrits. Donc, faute de temps, je vais vous juste rapidement, je voulais le faire avec vous, mais on n'aura pas la chance. Mais encore une fois, si on vous montrait, c'est le fait 1, 2, 3, et on la cache, et on voulait vous demander quel rôle peut avoir la mémoire visio-spatiale pour dénombrer les points. On fait souvent ça avec les élèves, leur montrer un point caché, il y en avait combien, comment le fais-tu? Mais c'est ça. Donc, pour dénombrer, on l'a dit, la mémoire tient compte des placements de chaque point. Et puis, mais au fur et à mesure qu'elle devient familière, on utilise moins la mémoire visio-spatiale, mais au départ, pour aller identifier, OK, il y avait 4 points en bas, il y en avait 3 en haut, il y en avait 7 au total. Donc, ça fait en sorte qu'on travaille notre mémoire visio-spatiale. Merci, Sophie. Je sais que je te pousse un peu, là, j'y vais vite. Ben non, c'est pour ça qu'on est deux. Alors, rapidement, le traitement de l'information, c'est simple, c'est la façon dont notre cerveau traite l'information. Il y a deux façons.
il y a soit séquentiel ou simultané. Donc, séquentiel, c'est vraiment un morceau de l'information à la fois, une instruction à la fois. Simultané, c'est l'information regroupée, traitée globalement. Donc, faire un lien avec des objets et voir ça comme un tout. Ici, on pourrait voir on peut voir les flèches, mais on peut aussi voir le triangle à l'intérieur des flèches comme un tout. On voit des formes géométriques, on voit l'ensemble des triangles, on voit un carré qui représente comme un tout le champ, on fait des liens. Donc, les enfants pouvant passer de l'un à l'autre, donc soit être flexibles, ont de meilleures habiletés de raisonnement spatial. Donc, ils ont plus de succès. Donc, c'est faire des liens entre les formes et voir l'espace vide comme un guide. OK. Et on arrive finalement au langage spatial. Alors, en géométrie, le langage spatial, c'est très utile parce que les formes et les objets sont toujours décrits et comparés par leurs relations, leurs propriétés et aussi leurs caractéristiques. Bon, moi, je vais vous laisser le soin là, de lire les différents exemples selon les catégories déterminées. Puis là, ça nous ouvre l'esprit à voir, oh oui, il y a plusieurs façons qu'on utilise le langage spécial dans différents thèmes. Mais voici des messages importants qu'on aimait vous transmettre, des messages qui sont à retenir. Le plus que les élèves sont exposés, le plus qu'ils auront tendance à utiliser le langage spatial. Ça vient d'une recherche qui a été faite par Ferrara. Donc, plus souvent qu'ils utilisent le langage, plus qu'ils vont développer et démontrer des grandes habiletés spatiales. Puis surtout, très, très, très important pour nos apprenants de la langue, on sait que on va passer plus de temps à construire tout ça, ça va être très, très, très important pour eux. Un autre message, c'est qu'on ne veut pas miser sur des leçons de langage spatial formel. On obtient un meilleur résultat si le vocabulaire est utilisé naturellement, puis dans des tâches identiques, comme dans des jeux, par exemple. Puis, finalement, il est important d'être consistant dans l'utilisation du langage spatial lors de nos interactions, puis quand on fait du questionnement avec les élèves. Ça va pour ça? Ça complète? Oui, ça complète. Donc, depuis tantôt, avec toutes les activités qu'on a faites, vous voyez, on a joué des jeux, on a fait des activités et le langage spatial était inclus. Et aussi, ce qui est inclus, c'est le langage gestuel. Le langage gestuel, vous savez, c'est des mouvements faits avec le corps, surtout avec les mains, pour communiquer des idées mathématiques, sont souvent inconscients ou sont souvent utilisés pour justement parce que le langage verbal n'est pas facile. Donc là, il y a des élèves qui nous montrent avec les mains pour décrire quelque chose, pour expliquer un traitement d'information, une translation, un mouvement, une rotation. Donc, chez les petits, dans les ressources, ça nous dit qu'il y a 3 types de gestes. Rapidement, il y a statique où l'élève va pointer, c'est très statique, c'est là, c'est comme ça. Il y a dynamique où quand il y a du mouvement, il veut nous montrer une rotation ou une symétrie. Ou iconique, quand c'est vraiment, donc, il y a un cube en L, puis il fait une rotation comme ça, puis là, il nous montre vraiment l'icône ou c'est iconique, le mouvement. Donc, bref, le message clé, là, c'est que les enfants apprennent mieux quand les enseignants et les enseignantes ajoutent des gestes avec les directives et les consignes. Donc, ça, c'est une recherche en 2007 et 2011 de Alabali et Nathan et Ross qui nous dit, donc, quand on donne des consignes, on peut aller ajouter justement des gestes, du langage gestuel pour aider nos élèves. Donc, on va poursuivre. Oui, vas-y, Geneviève. Oui, juste comme dans l'activité de la tour, quand tu l'as fait, moi, personnellement, j'essayais juste de me faire une visualisation. On te dit, tu prends 3 cubes. C'est comme si je les prenais, mes 3 cubes, puis je les plaçais, mais ça m'aidait à me faire l'image dans ma tête. Donc, par moi-même, mais aussi pour communiquer à quelqu'un d'autre, mais je le fais aussi dans ma tête pour m'aider. On le voit beaucoup aussi en codage. Tu sais, OK, je parle là je tourne à droite, là. Exactement. Donc, ça, nous, un jeu de société qui s'appelle Robo Rally, pour ceux qui savent, il faut que tu codes un petit robot. Donc, il faut que tu visualises avant. Donc, là, je vois toujours mon fils et moi là qui donc, c'est vraiment, ça vient ajouter à nos compétences. Absolument. Bon,
je vous disais au départ qu'il y a des habiletés de raisonnement spatial propres en géométrie. Donc, vous les savez, symétrie, composé, décomposé, le codage, l'orientation spatiale et perspective. Donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on n'avait pas le temps de passer un à l'autre, on a choisi de vous partager 3 activités, soit des perspectives, la symétrie et composition de composition, pour aller justement voir comment les habiletés de développement de raisonnement spatial qu'on a parlé sont intégrées dans les habiletés en géométrie. On va les utiliser quand on va faire nos activités de géométrie. Très bien. Absolument. Alors, on va y aller avec un premier exemple. Alors, ici, on a une petite histoire. Je vais vous raconter rapidement une histoire. C'est l'histoire de Maman Oiseau qui survole une sculpture faite de cubes. Puis là, elle remarque la vue de la structure directement à partir d'en haut, la vue du dessus. Puis là, quand elle retourne à son nid, elle va raconter à ses bébés qu'est-ce qu'elle a vu. Bien, maintenant, on doit utiliser notre imagination pour imaginer la sculpture comme ils font les petits bébés oiseaux, les oisillons. Puis, alors là, on va se faire une image mentale. À quoi pourrait ressembler cette structure si la maman oiseau, quand elle a fait son vol au-dessus de la structure, elle a vu ça comme ça. Elle volait au-dessus des cubes, puis c'est ce qu'elle a vu par en haut. Alors, on peut travailler en équipe de 2 pour créer un objet à partir de cubes emboîtables, puis en se basant sur les informations concernant la vue du dessus de la sculpture. Puis après, on peut discuter de nos réflexions mathématiques, mais on va attirer beaucoup l'attention sur la manière dont les structures ont été créées par chacune des équipes, puis qu'est-ce qui est de similaire, qu'est-ce qui est différent, puis même si la vue du dessus de chacune est la même. Ça vous va pour cette petite activité de Maman Oiseau? C'est assez simple. Puis cette image-là, c'est bizarre parce que là, on voit l'oiseau à côté, mais vraiment, on s'imagine que l'oiseau a volé par-dessus. Puis c'est possible d'avoir un petit oiseau, puis de le faire voler, puis de présenter ça aux élèves. On va poursuivre avec une prochaine activité. Oh, Sophie, attends. Avant, on voulait demander, hein, c'était quels étaient les processus et habiletés pour développer le raisonnement spatial qu'on a utilisé dans cette activité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a une petite minute? La perception des plans. Oui. Puis on a fait... en fait, ça peut retoucher à plusieurs. Puis, on peut le justifier de différentes façons. C'est certain qu'on a utilisé la visualisation. Est-ce qu'on a fait une rotation mentale? Bien là, j'ai pris mes cubes, puis j'ai fait une certaine rotation pour retrouver la mémoire de travail. Est-ce que j'avais des informations qui ont été ajoutées? Est-ce que j'ai fait de traitement d'informations? Le langage spatial, quand j'ai pratiqué avec mon ami, est-ce qu'on a utilisé nos gestes, le langage gestuel et le langage spatial? Donc, plusieurs peuvent être retrouvés dans une seule activité, c'est certain. De toute façon, de la façon dont on va le justifier, bien, on peut retrouver plusieurs. OK, on poursuit. Geneviève, oui, je vais juste répondre à Tammy. C'est moins évident pour les enfants et les personnes qui ne visualisent pas naturellement. Certains peuvent seulement voir des mots et d'autres rien. C'est intéressant, mais ça peut causer des défis supplémentaires pour plusieurs. C'est exact. Tu as absolument raison, Tammy. C'est pas acquis pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut la travailler pour la développer. Donc, c'est pour ça qu'on a justement choisi d'en parler aujourd'hui, parce que c'est pas peut-être une pratique qu'on voit souvent en salle de classe, mais qui devient tellement bénéfique en bout de ligne. Donc, c'est pour ça qu'il faut la travailler et la développer chez les élèves. C'est sûr qu'au début, c'est peut-être très difficile, mais c'est de commencer avec des plus petits morceaux pour visualiser. OK, je vois un chien. Il est quelle couleur ton chien, toi? Et là, tu commences à parler comme ça. Donc, on peut y aller petit pour ensuite bâtir sur nos capacités de visualisation. Puis, une autre idée, ce serait d'y aller plus graduellement. Donc, avec l'idée de construire la tour de cube, il y avait plusieurs étapes. Il fallait faire une rotation, tourner à l'envers, puis tout ça. Mais peut-être à ce moment-là, ou dépendant de l'âge de nos élèves aussi, de leur progression, bien, on peut y aller avec 2 cubes, puis on ajoute 3 d'une autre couleur, puis on le place, puis on utilise notre langage gestuel. Alors, le plus qu'on va le travailler, le plus que les élèves vont développer leurs habiletés c'est ça. De mémoire visuelle, etc. Merci beaucoup, Tammy. J'aime beaucoup les interventions. Donc, je poursuis rapidement une activité qu'on a fait. C'est drôle, Geneviève Jolicoeur et moi, qui est en ligne
à la fin de l'année scolaire l'année passée. Donc, c'est un casse-tête de symétrie. Donc, l'enseignant en salle de classe a placé tous des axes de symétrie sur son plancher partout en salle de classe. Et il y avait chacun un sac, les élèves avaient chacun un sac avec les mosaïques géométriques. Il y avait un partenaire qui devait faire une forme et ensuite l'autre ami devait reproduire. Donc, rapidement, on travaillait la visualisation, à quoi ça pouvait ressembler, le langage, les gestes. On s'est aperçu aussi que les élèves allaient toujours sur l'axe de symétrie. Donc, on a commencé à travailler avec les whitebooks quadrillés, mettre un espace. Si on laisse un espace avec l'axe de symétrie, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va ressembler de l'autre côté? Donc, on a joué avec ça avec une évolution. Donc, c'était maintenant, après ça, un jeu, les élèves jouaient quand il pleuvait ou peu importe. Ils allaient à l'axe de symétrie faire des cartes. Donc, on s'est beaucoup amusé avec cette activité. Puis là, si on regarde ensuite nos processus et habiletés pour développer le raisonnement spatial, bien, on voit qu'il y a beaucoup de visualisation. Puis on va sauter beaucoup dans notre langage spatial et gestuel, travailler en équipe, puis de décrire à quel endroit on va aller placer nos prochaines mosaïques géométriques. On va poursuivre avec une activité que j'affectionne tout particulièrement. J'étais contente de la présenter pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la princesse et le sac de papier? La princesse et le dragon, c'est une histoire de Robert Munsch. J'aime beaucoup aussi quand on peut inclure la littérature jeunesse dans nos activités de mathématiques. On sait que c'est toujours gagnant avec nos élèves. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans cette histoire-là? En bref, c'est qu'un dragon qui a tout brûlé le château puis toutes les choses de la princesse, tellement, même son linge. Puis là, elle va se vêtir d'un petit sac de papier. Puis le dragon, il a emporté son prince charmant pour le cacher dans une tour qui est barricadée et barrée. Puis là, la princesse Élisabeth, elle va utiliser la ruse pour déjouer le dragon puis libérer le prince. Mais aujourd'hui, après avoir raconté toute l'histoire, bien là, je vais vous dire un secret. Il y a une clé pour ouvrir la tour dans laquelle se trouve le prince d'Élisabeth. Puis cette clé-là, elle est composée d'un arrangement de 5 tuiles. Alors là, vous pouvez visualiser des petites tuiles qu'on utilise, on l'utilise souvent en faisant des suites à motifs croissants, des tuiles de couleur. Mais j'en ai 5. Et puis, je dois composer, faire des arrangements de ces 5 tuiles. Elles doivent toujours toucher au moins un des côtés, puis pas en diagonale. Elles doivent se toucher, nos tuiles. Puis, combien de combinaisons de clés différentes êtes-vous capable de trouver pour ouvrir le cadenas de la tour? Alors, en premier, on va essayer de visualiser différentes façons. OK, je pourrais toutes les mettre droites. Ensuite, je pourrais en mettre une sur le côté, faire un petit L, un plus grand L, etc. Donc, je peux avoir travaillé ma visualisation. Je pourrais verbaliser avec un ami. Puis ensuite, Sophie, pourrais-tu nous mettre le lien de Mathis pour utiliser les tuiles virtuelles? Parce que là, maintenant, on va aller vérifier, puis on va utiliser des tuiles. Si on avait le vrai matériel, ce serait mieux. On donnerait 5 tuiles à chacun des élèves. Puis là, on leur demanderait de recréer différentes possibilités de clés, d'arrangement de ces tuiles-là pour faire la clé afin d'ouvrir le cadenas pour libérer le prince. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que l'on arrive vers la fin. Est-ce que vous l'avez tenté un petit peu de trouver des clés? Combien avez-vous trouvé de clés différentes? Puis ici, on va voir aussi que des fois, les élèves vont faire une rotation. Alors, si j'ai fait comme la forme d'un L, puis je fais une rotation, puis là, la pointe du L tourne de l'autre côté, mais c'est la même clé. L'objet n'a pas changé, il a juste subi une rotation. Donc, on se rend compte des fois qu'on a des clés qui vont être dupliquées. Puis finalement, maintenant, on va y aller rapidement, mais si je viens ici pour vous montrer, voici la solution de toutes les clés possibles avec l'agencement de 5 tuiles. Puis maintenant, vous les reconnaissez peut-être en les voyant de cette façon-là. Ce sont les pentaminos. Puis dans les écoles, on les a, ces agencements de 5 tuiles qu'on appelle les pentaminos. C'est utilisé un peu à la même façon que des tangrammes pour représenter différentes façons le contour d'un certain objet ou d'un gabarit.
Alors ça, c'est l'activité des clés de l'histoire de la princesse. Puis qu'est-ce qu'on a utilisé? Ben, on a fait de la visualisation, on a fait de la rotation mentale, mémoire visuo-spatiale, on pourrait en parler, traitement de l'information. Puis justement, en travaillant en équipe, on va utiliser notre langage spatial et notre langage gestuel. Ouf, j'ai l'impression de courir un marathon. C'est toujours comme ça, on veut tellement vous en donner, tout ça, mais il faut être quand même réaliste à l'intérieur du Nord. Bref, on espère que ça nous a pu aider à comprendre certaines des composantes essentielles au développement de résonance spatiale. Rapidement, à la prochaine, Geneviève, toute cette information-là, c'est pas venu de Sophie et de Geneviève, là, c'est de l'information qu'on a tirée de Taking Shape, le livre de Mark et de Kathy Bruce. On a mis le lien pour vous. Il est sûrement dans vos écoles, il est sûrement dans votre conseil. Donc, jetez-y un coup d'œil avant, là, mais l'accès là, c'est de Pearson. En plus, le livre vient avec une licence pour aller voir des vidéos qui est fantastique. Et aussi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est le document d'appui, mettre l'accent sur le raisonnement spatial du ministère de l'Ontario. Excellente ressource. Donc, on vous avait également le lien. Sophie, on a un message dans la boîte de clavardage. L'importance du questionnement, oui, tout à fait. Différenciation, puis on peut y aller graduellement. Donc, l'activité avec les clés pour la princesse, on pourrait commencer seulement avec 3 tuiles ou 4 tuiles, puis dépendant de l'âge de nos élèves aussi, pour différencier. La pratique en spirale, y aller graduellement selon les habiletés de nos élèves. Visualiser les yeux fermés, d'autres seulement avec des images. Alors, c'est important d'imprimer différentes façons, faire un dessin verbalisé. Alors, le parti dessin, par contre, on va essayer vraiment d'avoir une visualisation, de travailler notre mémoire visuelle, puis par la suite, ajouter des dessins. C'est comme un continuum, là, on poursuit, puis on va permettre de discuter, d'en parler. C'est là que tout le langage, autant le langage spatial que le langage gestuel va être pratiqué. Puis plus que les enfants sont exposés, puis qu'ils l'utilisent, puis ils en ont besoin pour l'expliquer, dans une activité authentique ou dans un jeu, ils vont s'en servir, puis ils vont le réinvestir par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme vous avez mentionné aussi la spirale, bien, on va y revenir souvent, puis on va cibler certaines activités pour travailler le langage visuospatial et gestuel. Merci, Geneviève. Donc, je m'en voudrais là, de ne pas mentionner Michel Poirier-Patrick, qui nous a beaucoup aidé également, qui a été notre consultante et expertise par rapport à tout ça au CPO. Donc, je m'en voudrais de ne pas la remercier. Donc, c'est ça. Donc, j'ai placé justement le formulaire de rétroaction dans le clavardage. Donc, votre rétroaction est très importante. On l'apprécie. Donc, merci de remplir et de cliquer sur le 19 août. Déjà, cultiver le raisonnement spatial chez vos élèves. Et je prends la balle au bon pour dire à tout le monde, à vous, mesdames, merci beaucoup pour cette formation. Vous savez que ces dames ont donné 2 formations aux instituts, puis ça, c'était la 2e aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. J'espère que tout le monde vous avait apprécié. J'arrête l'enregistrement et je vous reviens avec le mot de la fin. Voilà.